Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous Hey présenter mec, le futur. hey, Quoi? on te voit pas à la caméra, il y a un petit peu, comment dire, quelques boîtes devant toi. Donc si tu pouvais pousser les boîtes pour qu'on puisse te voir, ce serait pas mal. Pour une fois que t'as un ongle un peu grand, ce serait bien qu'on puisse voir ta gueule. Ah oui, t'as peut-être pas tort. Attends, pour une fois que j'ai un peu d'angle et que j'essaie de faire des efforts, doucement. Ah voilà, c'est mieux, je pense qu'on peut me voir. Merci. Bon, tant qu'à faire, puisque mes t-shirts sont toujours dégueulasses et que les gens n'aiment pas ça. Et bah voilà, là ça fait présenté, ça fait beau, ça fait propre sur soi. Là on dirait vraiment que je gagne beaucoup de YouTube monnaie, c'est bien, je donne une image qui n'est pas du tout la mienne. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter dans cette première partie l'ensemble des composants qui va rentrer dans cette magnifique boîte qui est ici. Puisque oui, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, je vais vous faire une série de 2 vidéos où je vais vous montrer comment construire un ordinateur avec tout un ensemble de pièces que j'ai pu choisir pour différentes raisons. Notamment dans cette première partie aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble des composants que j'ai choisis pour cette build et je vais aussi vous expliquer quels sont les composants que je n'ai pas retenus et quelles sont les choses que j'ai pu faire. Mais attention, vous avez aussi un rôle dans cette vidéo, puisque une fois que j'aurai tout présenté et tout justifié, ce sera à votre tour dans les commentaires de cette vidéo de m'indiquer, sous une sorte de petit jeu, disons ça comme ça, quel est selon vous le prix de cette build complète avec le boîtier mais sans les périphériques? On va être sympa, on va dire à 50 € près pour donner une sorte de petite fourchette. Quelle serait l'utilité de ce PC par rapport aux choix de composants que j'ai pu faire? Et potentiellement, rajoutez-le bien dans les commentaires, quel serait le système d'exploitation que je vais utiliser pour cet ordinateur? Parce que oui, ça peut être Windows, mais peut-être que, vu qu'il y a certains composants, je sais pas, peut-être un peu plus open source, peut-être un peu plus atypique, j'ai peut-être fait des choix qui ont fait en sorte que je vais utiliser un autre OS que Windows. Peut-être que oui, peut-être que non. Le gagnant de ce petit concours sera tiré au sort et annoncé dans la deuxième partie de cette construction de PC. Et il gagnera l'un des objets de son choix du dernier collier à 20 € que vous avez pu voir récemment et qui est dans le petit i à droite de la vidéo. Donc en plus de toutes les informations que j'ai demandées, n'hésitez pas à dire quel objet du collier à 20 € vous voulez. Le seul qui n'est pas gagnable parce que je vous l'avais dit, c'est le couteau que je garde pour les unboxings. Bref, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'ensemble des composants de ce futur ordinateur que je vais vous monter et les entrailles qui vont accueillir tous ces composants pour cette build pour laquelle je n'ai pas encore donné de nom, mais ne vous inquiétez pas, je vais y trouver un petit nom à celui-ci. Je sais que beaucoup aiment bien faire ça dans un certain ordre, moi personnellement, comme vous pouvez voir, j'ai tout entassé à côté de moi pour une fois que j'ai réussi à faire un peu de place là où je suis. J'essaye de répondre tant aux critiques positives que négatives que vous me postez, donc j'essaye de prendre un peu de place, de faire en sorte que ce soit un peu moins sale. Et donc là, pour une fois, j'ai quelque chose qui est pas trop mal, même si je suis obligé d'un peu me courber pour pouvoir rentrer à la caméra. Donc je fais un petit peu bossu. Mais bon, ça c'est encore une des contraintes que j'ai. Bref, commençons par ce qui est le plus haut. C'est le refroidissement de cette cour. Et parce que c'est le refroidissement, on va pas commencer par ça, on va le faire juste après avoir fait quelques composants centraux de cette build. Commençons par le choix de processeur. Alors en ce moment c'est la bataille infinie entre AMD et Intel. Autant vous dire qu'Intel est dans une galère pas possible et AMD est en train de leur rouler dessus, notamment avec la troisième génération de Ryzen et les Threadripper qui arrivent, qui sont quand même assez impressionnants, même si les Threadripper sont quand même assez chers et sont en fait sur un marché de niche quand on y pense. Pour cette build, j'ai choisi le Core i5 9600K. Alors j'avais aussi dans ma liste de choix le Core i5 1400, donc en fait c'était entre les deux, la génération 8 et la génération 9 de Core i5, tout simplement pour leur versatilité. Alors ce qui est assez spécial avec ces Core i5 là, c'est que sur la génération 8 et 9, Intel a carrément désactivé l'hyperthreading, c'est-à-dire qu'en fait c'est un processeur 6 cœurs et 6 threads. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que je pensais qu'il y avait au moins la fréquence sur leur boîte, sauf que non, sur la boîte d'Intel il n'y a pas la fréquence du processeur, donc je vais aller sur fantastique site pour aller vérifier ça. J'avais qu'à pas leur faire confiance. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Core i5 9600K, 6 cœurs et 6 threads, 14 nanomètres en lithographie et une fréquence de base à 3,7 GHz, une fréquence turbo maxi à 4,6 GHz et un TDP de 95 watts. Il me semble comme tous les Core i5 et les Core i7 de génération 8 et génération 9. Sachez que les Ryzen me faisaient très envie et étant donné que je n'ai jamais eu vraiment la chance de voir AMD aussi compétitif au moment de faire des choix de composants, j'avais envie de prendre un Ryzen, mais j'ai préféré rester sur du Intel, plus pour de la stabilité et pour de la fiabilité. Qui dit processeur Intel dit bien évidemment carte mère compatible avec le processeur Intel. Je vais tout faire tomber et ça va me coûter très cher. J'ai choisi pour cette build la Gigabyte Z390M Gaming.
Donc une carte mère micro ATX qui est assez intéressante selon moi. Elle a quelque chose quand même d'assez spécial, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci en particulier. C'est la seule carte mère micro ATX qui n'est pas trop chère en termes de prix, qui dispose de 4 slots DIMM, donc pour permettre 4 barrettes de RAM. Et ça me paraissait très important pour l'évolutivité de cette build. Je vais dire beaucoup de fois build pendant cette vidéo, mais sachez qu'en tout cas c'est parce que je n'ai pas forcément les mots au moment où je pense. Donc voilà, carte mère assez bien fournie selon moi, avec un port PCI 16X, deux ports 1X, le support pour les processeurs Intel de 8e et de 9e génération. Et en termes de connecteurs, nous avons 5 ports USB, un port USB type C, un port HDMI, un port DVI pour la vidéo intégrée, sauf que nous n'en avons pas besoin parce que nous allons avoir cette petite boîte qui va venir juste après. Nous avons de l'audio à plus quoi ça va en faire, un port gigabit Ethernet, même un port PS2 pour pouvoir brancher une souris ou un clavier. Bref, cette carte mère me plaisait beaucoup, j'avais pas beaucoup de choix parce que j'étais justement contraint par le fait de vouloir une carte mère micro ATX pour ce boîtier. Donc c'était pour moi le meilleur compromis. Et en termes de compatibilité, elle était relativement très compatible, donc je l'ai choisie. En termes de carte mère, j'en avais une autre qui était dans mon champ de vision, c'était aussi une Gigabyte aussi, et c'était une... Alors je l'ai pas noté, mais il me semble que c'était une B450 en termes de chipset. Elle me plaisait pas beaucoup, on va dire, elle était aussi sur 4 slots de RAM, elle était assez ressemblante à celle-ci. Mais en termes de compatibilité et de fiabilité, elle était assez moins bien, on va dire, notée, donc j'ai préféré partir sur ce modèle-là, qui était beaucoup plus fiable. Parce que oui, chose à savoir, c'est qu'au moment de faire tous ces choix de matériel, en fait, j'ai beaucoup consulté de sites, j'ai essayé de voir un peu en termes de fonctionnement qu'est-ce qui fonctionnait le mieux ensemble, si chaque chose que j'avais choisi était compatible. Bref, autant dire que ça a été un moment déterminant pour choisir l'ensemble des composants. Ce CPU et cette carte mère, ils vont tout à fait ensemble avec cette carte graphique, une AMD Radeon RX 590. Donc encore une fois, on est chez Gigabyte. J'ai pris beaucoup de choses chez Gigabyte parce que, notamment pour celle-ci, c'était vraiment une question de prix. En fait, c'est quoi j'ai pris notamment une RX 590 plutôt qu'une 580 ou une 570, ou même j'avais même un œil sur une Vega 56 d'occasion. Tout simplement c'est parce qu'au moment où j'ai regardé, celle-ci était en promotion et en fait elle était au prix de la 580, même de beaucoup de 580. Donc faut se dire qu'à prix égal, avec la légère amélioration de performance, pourquoi ne pas prendre une 590? C'est un petit risque en termes de fiabilité parce que j'ai pu voir que les 580, c'est un modèle beaucoup plus ancien maintenant et beaucoup plus, on va dire, testé, et était beaucoup plus fiable et reconnu. La 590, il y a pas mal de gens qui se sont détournés parce qu'en fait c'est une 580 tout simplement un peu améliorée, un peu tunée, donc autant dire qu'à prix différent, mais il faut prendre la 580. Là on était vraiment sur une différence de prix assez significative. Mais en tout cas ça devrait encore pour nous permettre d'avoir des performances, je pense, relativement sympathiques pour les usages qui vont être ceux de cette build. Encore une fois, je ne suis pas parti du côté d'NVIDIA, mais le fait que NVIDIA quand même contrôle une bonne partie du marché de cartes graphiques et a pas mal de très bonnes options, notamment avec les dernières versions super qui sont sorties, qui ont permis on va dire, de contrer un petit peu AMD sur un peu tous les segments. Et bien je suis parti sur AMD, donc vous en tirez les conséquences que vous voulez. Et ce qui est génial avec cette carte, c'est qu'elle est en plus RGB. Et pour aller complètement à l'encontre de la carte graphique RGB, nous avons les barrettes de RAM qui, elles, par contre, sont totalement dépourvues de toute lumière. Parce que je vais vous apprendre un truc aujourd'hui que beaucoup de gens vous cachent, c'est que ajouter des LED sur de la RAM, sur une carte graphique, sur une carte mère, ou même ajouter des strips RGB dans votre ordinateur, ne le rend pas plus rapide. Et bah oui, en tout cas je vous l'apprends. Et pour ces barrettes de RAM, c'est aussi parce que sans les diodes, elles étaient beaucoup moins chères. On est donc sur 16 Go, donc 2 x 8 Go de DDR4 de chez Corsair, donc le modèle Vengeance LPX. Il existe aussi un modèle RGB, mais je préfère partir sur le modèle classique, donc c'est de la RAM low profile. Pareil, encore une fois, de la fiabilité, c'était du testé, donc j'ai pu, on va dire, un peu voir ce que les gens en disaient. C'était globalement satisfait. Elles étaient en petite promotion au moment où j'étais en train de chercher, donc c'est ce modèle là sur lequel je suis parti. J'en avais d'autres de noter, notamment toujours chez Crucial le modèle Ballistic Sport, mais écoutez, c'était celle-ci qui était la moins chère à ce moment-là, j'ai donc préféré partir sur ce modèle là à ce moment-là, parce que bien évidemment quand vous faites une build c'est bien de faire les choses qui sont compatibles, mais si en plus vous pouvez faire quelques économies, c'est bien. Je pense que vous n'avez plus entendre grand chose parce que le micro est là, mais il y a toutes les boîtes, on verra au montage, ce sera souvent quelque chose de très très drôle. Pour ce qui est du SSD, ce qui va contenir notamment nos applications et notre système d'exploitation, lequel, vous me le dites en commentaire, j'ai choisi le Crucial P1, donc c'est littéralement le SSD M2 NVMe qui est le moins cher, et Crucial honnêtement, si j'utilise autant cette marque tant pour la RAM que pour tout ce qui est stockage, donc pour tout ce qui est SSD, c'est que j'en ai déjà utilisé pas mal, c'est relativement très fiable, ça a été recommandé par pas mal d'amis.
qui en ont utilisé dans d'autres dans d'autres ordinateurs et qui n'ont jamais eu de problème. Donc j'avais aussi bien évidemment le choix classique du Samsung 970 Evo, mais quand il y a quand même 50 € de différence pour une même capacité de stockage, j'ai préféré partir sur le P1 qui est un peu moins performant que le Samsung, mais qui n'est pas non plus ridicule, hein. Ça reste quand même un SSD NVMe, c'est super rapide, et j'espère que ça va bien fonctionner avec le reste. On en parlait tout à l'heure, on va enfin y venir. Voici les choix que j'ai fait en termes de refroidissement. J'avais bien évidemment le choix entre un water cooling ou un ordinateur qui était air coolé, on va dire ça comme ça, pour faire une sorte de franglicisme. Eh bien, j'ai choisi la solution sans water cooling. J'avais envie de faire quelque chose qui soit complètement basé sur du ventirad et du ventilateur. Donc, qui dit ventirad et ventilateur dit, en tout cas pour moi, dans mon imaginaire de petit geek tout jeune, ça c'est la carte mère qui vient de taper, j'espère que j'ai pas fait de dégâts, sinon ce sera un beau fail. Je pars entièrement sur du Noctua. Alors, le souci du Noctua, à part si vous mettez un peu plus d'argent, c'est que vous êtes sur du ventilateur qui n'est pas soit coloré, soit blanc, soit noir, ils sont marron beige. Donc autant vous dire que c'est pas forcément les plus esthétiques, mais dans cette build, si ce n'est la carte graphique, la carte mère je ne pense pas qu'elle soit RGB, en fait si ce n'est la carte graphique, il n'y a que ça qui est vraiment éclairé, donc j'ai d'autres choix qui potentiellement peuvent arriver, parce que j'ai aussi commandé des ventilateurs RGB pour voir si chaque fois je faisais un choix plutôt sobre, je pouvais mettre un ventilateur RGB et un ventilateur Noctua, ça ce sera clairement du luxe au moment du montage, bien évidemment ces pièces en plus que vous ne verrez pas aujourd'hui, elles ne sont pas comptées dans le prix que vous devez trouver. J'ai donc deux ventilateurs Noctua NF F12, donc des ventilateurs 120 mm qui vont pouvoir venir se coller à l'avant et à l'arrière du boîtier, donc plus à l'arrière parce que sur ce boîtier, on va voir après, il y a déjà un ventilateur intégré qui est quand même assez impressionnant. Et pour le ventirad, je suis parti sur un NH-U9S, encore une fois c'est du très connu, c'est du fiable, c'est du Noctua, donc je pense que je n'aurai aucun souci à utiliser cela. J'avais envie de faire quelque chose qui ne soit pas basé sur du water cooling. Je pense que ce sera pour moi en tout cas plus simple à monter. On verra, peut-être que c'était une grossière erreur et que je m'en voudrais très vite. Ce boîtier peut prendre très largement du water cooling. Il est même fait pour pouvoir, je crois, prendre jusqu'à 2 ou 3 radiateurs de 240 mm. Mais voilà, c'était mon choix. J'ai envie de prendre un ventirad plutôt qu'un water cooling. C'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix. Je me répète, on avance. Vous avez vu le SSD juste avant, mais néanmoins, si on veut travailler ou jouer à des jeux, pas de spoil, sur cet ordinateur, il nous faut aussi de l'espace de stockage assez large. Les SSD ne sont pas encore assez peu chers en SATA pour pouvoir être utilisés par exemple sur du 1 Tera, on est encore quasiment à 100 € le Tera, ce qui est très raisonnable, on va pas non plus être rabat-joie. Mais pour le tiers du prix, j'ai pu aller chercher des disques durs d'1 Teraoctet chez Seagate, donc les Barracuda, c'est ceux que j'utilise personnellement dans mon NAS, que vous allez bientôt voir sur cette chaîne et pour d'autres utilisations. Jamais eu de soucis avec cela, avec les Seagate, donc je les réutilise pour cette build, j'en ai deux. Donc pour 78 €, j'ai 2 Tera de stockage, et dans mon idée, ça après vous pourrez deviner peut-être à quoi ça peut servir, je compte utiliser ces deux disques durs en RAID, en fait pour n'avoir qu'un seul Teraoctet de disponible, mais avec une sorte de redondance qui permettra non pas on va dire, de sauver les données en cas de problème critique, mais de pouvoir avoir un minimum de sécurité derrière mes données. On avance, et là on tombe sur du très très lourd, et c'est notamment le seul composant que j'ai été chercher en magasin, enfin en réservation internet, et que j'ai été chercher en magasin sur Paris, c'est l'alimentation. Donc là on est pareil sur du très recommandable, FSP Hyper M85+, 650 watts. 650 watts notamment pour me laisser un petit peu d'espace pour pouvoir upgrader la configuration plus tard. Cette alimentation, je ne le savais pas, en tout cas je ne le savais plus parce que je l'ai revu après l'avoir acheté. Fabien de la chaîne Electronic Arts l'avait testé et avait fait une vidéo dessus, je vous la mets tout de suite dans le petit i et en description. Elle est entièrement modulaire avec dedans déjà intégré le câble 24 pins, le 4+4 pins, un câble 8 pins pour le GPU, une série de 4 SATA, une série de 2 SATA et de 2 Molex, une série de 2 SATA, d'un Molex et d'un floppy. Donc voilà, elle est quand même très lourde comparée à d'autres alimentations que j'ai pu voir, notamment quand j'ai démonté celle qu'il y avait dans le NAS d'origine, que vous verrez plus tard. Elle était toute légère, celle-ci, cette boîte, elle est vraiment lourde, elle est costaud, et j'espère que ce sera quelque chose qui sera très fiable pour cet ordinateur. Avant-dernier composant, avant de passer directement au boîtier, ça c'est un choix qui peut être un petit peu controversé, après vous en tirez ce que vous voulez une fois de plus. La solution Wi-Fi et Bluetooth que j'ai choisi en PCI, notamment parce que cette carte mère avait deux ports PCI-X. Alors je ne sais pas si ça va être très facile de les utiliser avec la carte graphique, même si
Normalement, au moins un des deux devrait être disponible à côté du port PCI 16X. C'est donc la carte Fenvi, la FV-HB 1200, donc qui combine du Bluetooth 4.0 et du Wi-Fi ABGN AC double bande. Et la chose qui est marrante dessus, je ne sais pas si vous pourrez le voir d'ici, je ne pense pas avec l'ombre, mais en tout cas, dans les systèmes d'exploitation, vous avez Windows 7, 8, 10 et iOS, bien évidemment. Vous pouvez brancher votre carte PCI Express sur un iPhone, bien évidemment, je ne le savais pas. Non, ça ne marche pas. C'était une solution relativement abordable pour avoir du Wi-Fi AC et du Bluetooth 4.0, donc je l'ai utilisé et j'avais envie d'avoir un chipset Broadcom pour pouvoir gérer tout ce qui était réseau, donc je me suis basé là-dessus. Et j'espère que ce sera assez fiable parce que ce n'est pas quelque chose de marque entre guillemets. Ce n'est pas du Gigabyte, ce n'est pas du Asus, ce n'est pas quoi que ce soit que vous pouvez voir d'habitude. Notamment dans mon ordinateur à moi, j'ai une carte Wi-Fi Asus AC1200 aussi et qui fonctionne excellemment bien. Donc voilà, ça c'est un peu mon petit risque. Normalement c'est du tester, c'est du vérifier. On verra ça une fois qu'on sera les mains dans le cambouis. Dernier élément qui rentre à peine dans l'angle de la caméra, donc je vais pousser un peu tout. Et là le micro d'un coup vous allez entendre beaucoup plus fort parce que j'ai viré toutes les boîtes de devant et j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. C'est ce boîtier de chez Thermaltake. Donc c'est le Thermaltake Core V21. Ça, le boîtier, ça a été ma plus grosse hésitation parce que j'ai pris tous ces composants certes à côté, j'ai mis du temps à choisir. Ça m'a pris quasiment une semaine à tout choisir, juste faire des choix pour tout ça et même pas parler d'acheter, de se faire livrer. Parce que notamment j'ai tout acheté avant le Black Friday et avant le Cyber Monday et je peux vous assurer que ça a été une bonne chose parce qu'il y avait littéralement aucune réelle promotion pour tout ça. J'aurais très sûrement gagné peut-être 50 € sur toute la build, donc ça veut dire que c'est pas grand chose. Là j'ai plutôt choisi d'avoir les pièces quand elles étaient disponibles. J'avais 3 boîtiers en ligne de mire au moment de faire mon choix. Il faut juste que je récupère ma feuille qui est sous tous les composants pour pouvoir vous donner les noms. J'avais donc celui-ci, le Thermaltake V21, le Core V21. Le Cooler Master Masterbox Q300L pour lequel j'ai vu des reviews très mitigées. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté. Et le Q500L, beaucoup l'ont détesté. Donc autant vous dire que Cooler Master, j'avais beaucoup aimé ce boîtier. J'avais notamment vu chez Monsieur Austin Evans quand il avait fait sa vidéo Brogue versus Pro Gamer. Donc il avait utilisé ce boîtier pour pouvoir remettre son son boîtier de mining qu'il avait choisi pour l'origine à la poubelle. Et le troisième choix c'était le Beat. Et le troisième choix c'était le Beat Phoenix Phenom M, donc un boîtier plutôt connu que j'ai aussi bien aimé en termes d'esthétique. Il était plutôt sympa, plutôt élégant, mais il était 40 € plus cher que celui-ci. Donc autant vous dire que le Thermaltake était le meilleur compromis en termes de rapport qualité, performance, prix et esthétique plutôt sympa. Et pour finir cette vidéo de présentation, je vais vous sortir le boîtier de sa boîte pour qu'on puisse le voir un tout petit peu. Et donc du coup je cherche mon couteau d'unboxing. Hop. Bon, je vous avoue que j'ai pas déballé tous les composants parce que je voulais pas que la vidéo dure non plus 40 minutes. Déjà que là je suis à 25 minutes d'enregistrement, je pense que si j'arrive à faire tenir la vidéo en moins de 20 minutes, ce serait génial pour rien que de la présentation. Autant dire que la build, ça va être sympa à monter. Et doucement pour pas casser tout ce qui est en dessous. Là, je sens que je prends des risques. Enfin, ça, si je peux vous donner un petit avis, ce boîtier-là était vraiment pas hyper cher. Donc j'espère que ce sera un bon rapport qualité-prix. Et surtout, il a d'autres qualités spéciales qui le rendent vraiment séduisant. Sauf que là, à tout tenir dans tous les sens, ok. Yes. Il est donc bien emballé, ça en tout cas c'est super parce que j'avais des petits doutes par rapport à ça. Non pas que j'avais des doutes sur Thermaltake, mais plutôt sur la livraison qui aurait pu être très hasardeuse. Si on le sort de son plastique, on voit tout de suite le filtre qui s'en va au-dessus pour la poussière. Et nous avons immédiatement ce que je vous disais juste avant. Ici, avec ces deux barres, vous avez deux espaces pour mettre deux radiateurs de 240 mm. C'est juste fantastique ce boîtier. L'une des choses qu'il avait aussi par rapport au Cooler Master et qui m'a vraiment fait pencher vers celui-ci, même pour d'autres personnes que moi à qui j'en ai conseillé, c'est le fait qu'en termes de refroidissement, ce boîtier est juste fantastique. Donc le filtre aimanté qui revient bien en place. Ce boîtier, je l'aime beaucoup vraiment en fait. C'est pas le boîtier micro ATX le plus petit du monde, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte, mais vraiment il est beaucoup plus compact que ma propre tour. Et vraiment en termes de refroidissement, il n'y a pas photo, ça devrait être plutôt sympa. Et puis surtout, l'un des points positifs de ce boîtier, c'est qu'il est en fait totalement modulaire. C'est un cube.
à part, il me semble, ce côté-là, même si ça devrait pouvoir être modulable, tous les autres côtés peuvent changer de place. Si par exemple j'ai envie d'avoir ma vitre qui est ici, parce que, bien évidemment j'ai une vitre sur ce boîtier, c'est une vitre, il me semble, qui est en acrylique, ou alors c'est sur le Cooler Master, donc je sais plus, il y a l'un des deux c'est de l'acrylique, l'autre c'est du plastique. Dans tous les cas, si je défais ici les vis à main, j'ai le boîtier qui est en équilibre, il commence bien sa vie lui. Voilà. Non, vraiment, si on écoute, je vais le mettre à côté du micro. Non, pour moi, c'est du plastique. À l'intérieur, c'est quand même plutôt clair. Donc là, nous avons nos câbles qui sont reliés excusez-moi, je ne retrouve plus mes mots. Au connectique avant, et notamment au bouton power et au bouton reset. Là, c'est là où on entend que les économies ont été faites. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un vrai clic ici. Et notamment sur mon boîtier NZXT, je trouve que le bouton power est quand même un peu mou, donc c'est pas forcément quelque chose dont je suis fan. On a ici l'un des 3 brackets pour pouvoir mettre des disques 3,5 pouces, à moins que celui-là soit un 2,5. J'essaie de voir ce qui avait été fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici normalement, trois racks pour deux disques 3,5 pouces, il n'y en aura que 2 dans cette build. Et à l'arrière, on a juste ici 3 racks pour des disques durs ou des SSD 2,5 pouces. Donc on a l'argent de quoi faire. Et au pire des cas, avec une vis à main, les brackets pour SSD s'en vont. Donc c'est vraiment super. Et là, clic, clac, donc les 3 brackets sont en place. Autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Ce boîtier, je l'aimais beaucoup de visu. Et maintenant que je le vois, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là plutôt que celui du Cooler Master. Et même en termes de construction, le boîtier est tout en métal pour le châssis. L'avant est en plastique avec là ce que je vais vous montrer en tournant juste après. Je vais remettre le côté avant de le faire tomber, même si bon, là s'il tombe c'est pas si grave que ça, puisque dans tous les cas c'est du plastique. Mais bon, ce serait comme bête de le rayer avant de commencer à le faire. Je n'ai pas le montrer dans cette vidéo là. Alors les vis à main sont des vis en plastique, désolé, ça un petit point supplémentaire. Je ne vais pas le montrer dans cette vidéo là, mais tous les panneaux s'en vont. Donc c'est vraiment hyper bien. Les barres que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure par rapport aux 2 emplacements de radiateur de 140 mm, et ben les barres aussi s'en vont si vous n'utilisez pas de water cooling, donc c'est potentiellement ce que je vais faire. Je ne sais pas encore sur quel côté je vais mettre la vitre, mais la vitre restera, ça y a dessus, il n'y a pas de souci. 2 ports USB 3 à l'avant. Prise jack audio, prise jack micro d'ailleurs qui est un petit peu décalé, donc ça c'est les défauts entre guillemets à attendre d'un boîtier aussi peu cher. Je ne sais plus comment on défait l'avant, donc je vais essayer un coup de pop, c'est exactement ce qu'il fallait faire, j'avais donc bien vu les vidéos des autres, voilà. Chaque fois je pop l'avant tout doucement, il y a déjà un tout petit filtre ici qui va permettre de pouvoir retenir la poussière. Si vous décidez de changer ce côté ou d'utiliser ce boîtier en n'importe quel sens, sachez que Thermaltake a eu la bonne idée de mettre un logo qui est tout simplement aimanté. Donc si vous l'utilisez dans votre sens, ça peut aller dans ce sens là, si vous l'utilisez à l'envers ça va dans ce sens là, et etc. J'ai une petite idée pour ce logo, je pense pas que je vais le garder stock comme ça, et on verra ce que ça donnera si j'arrive à le faire, sinon ce sera un beau logo Thermaltake qui restera tout seul. Bon, on recolle pour l'instant. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le ventilateur intégré, 200 mm. Je n'ai jamais vu un tel ventilateur intégré sur un boîtier aussi peu cher. De ce que j'ai vu chez notamment les reviewers, ils en sont tous été très satisfaits, donc je pense qu'il restera et qu'il y aura le ventilateur Noctua qui va venir ici à l'arrière. J'en aurai un en plus, je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas, dans tous les cas ça ira dans ma réserve et ça servira pour d'autres choses, mais vraiment en termes de refroidissement, ce boîtier, c'est pour ça que j'ai voulu partir sur de l'air cooling et pas du water cooling. Je pense que ça peut être vraiment excellent, et en plus tout ça je pense que ça peut être très silencieux. En toute honnêteté, si on peut avoir quelque chose de relativement puissant avec le Core i5 et la RX 590 et en plus qui peut être silencieux, ce serait le bonheur absolu. On reclipse ça bien évidemment doucement. Il me semble que la partie sur le côté que je vous ai montré avec le bouton power, reset et les LED, ainsi que les ports USB, est aussi bougeable. Il doit y avoir, je crois, 2 vis. Il me semble que c'est plus compliqué que sur le Cooler Master, sur lequel c'était vraiment plus simple, mais c'était quelque chose de possible. Deuxième filtre aimanté, encore une fois pour retirer la poussière. Le dessous, nouveau filtre qui est bougeable, je ne sais comment. Je n'ai pas envie de tirer dessus n'importe comment. De ce que je vois, faut lever et tirer. Ici on va avoir normalement le ventilateur de l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises. Autre chose que ce boîtier avait aussi par rapport au Cooler Master, c'est ses pieds qui sont
je crois, ouais, ça doit bien faire 5-6 cm, et c'est toujours beaucoup plus élevé que le Cooler Master qui était relativement collé au sol. Et enfin, l'arrière, sur laquelle justement on va pouvoir faire venir ici un ventilateur, ici avec les couvertures de PCI, votre carte graphique, votre IO Shield, donc votre carte mère ici, alimentation, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme ce boîtier est relativement modulaire et qu'on peut mettre tout dans tous les sens, chaque fois je continue ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, et que je défais les vis à main, je vais y aller doucement, hop là, je pose, je retire, et typiquement, je pourrais mettre cette partie ici, comme vous pouvez voir, ou plutôt pas voir, les trous de vis correspondent parfaitement. Donc on pourrait retourner ce boîtier complètement, et en fait, ça peut nous amener à avoir des configurations où la carte mère peut être soit verticale, soit horizontale. Vraiment, le bonheur. Je n'ai encore fait aucun choix par rapport à ça. Je vais encore faire du temps à prendre des choix, mais j'espère vraiment que comme ça promet de l'être, j'espère que cette build va être hyper agréable à faire et que je vais avoir des choix, que je vais m'amuser tout simplement, parce que c'est aussi le but de construire son ordinateur, c'est d'économiser de l'argent, s'amuser, faire ses choix, et après pouvoir, en termes de fiabilité, de manque de fiabilité, pouvoir réparer très facilement un composant qui est en panne, ou du moins le changer. Pas comme certaines marques à la pomme croquée, où dès que vous avez une petite panne, et ben on prend votre Logic Board, on la dégage complètement et on vous fait payer 4000 balles. Dernière chose que je vais dire avant d'arrêter la vidéo ici, point supplémentaire à l'avantage du Thermaltake, c'est que chaque fois que vous changez de configuration en milieu de vie de ce boîtier, les couvertures PCI semblent rattachables. Parce que c'était un des points qui était assez important, parce que sur le Cooler Master, dès que vous retirez les couvertures PCI, et ben c'était fini. Elles étaient défaites, elles étaient non plus reliables. Il aurait peut-être fallu de la colle, un truc dans le genre, mais c'est clairement pas agréable. Bref, ça fait déjà trop longtemps que je parle, et je vais donc arrêter cette vidéo ici. Donc, pour vous faire un petit rappel très rapide, il faut que je retrouve ma feuille pour pas faire de bêtises. Dans cette configuration, nous avons donc un Core i5 9600K, 6 cœurs, 6 threads, 3,7 GHz, une carte mère Gigabyte Z390M Gaming Micro ATX, 2 barrettes de RAM de 8 Go, Crucial Vengeance LPX 3000 MHz, CAS 15, une alimentation FSP Fortron Hyper M85 Plus 650 watts qui est donc certifié 80 bronze, ça j'ai oublié de le dire. Une carte graphique AMD Radeon RX 590 avec 8 Go de GDDR5 de chez Gigabyte. Le boîtier c'est le fameux Thermaltake Core V21. Nous avons un Noctua NH-U9S comme ventirad, un SSD Crucial P1 500 Go comme disque qui va accueillir notre OS et nos applications, une paire de disques durs Seagate Barracuda 1 Teraoctet que j'espère configurer en RAID pour pouvoir avoir une redondance sur les données et un peu plus de protection, on va dire à minima, qui n'emplace pas non plus une vraie sauvegarde, une paire de Noctua NF F12 que je verrai si j'utilise ou pas, ou que je swap pour les ventilateurs RGB que j'ai commandés parce que j'avais envie d'avoir un petit peu de flexibilité, parce que cette bulle a aussi le droit d'être belle, puisque nous avons une vitre sur le côté ou au-dessus ou en dessous, bref, c'est un peu comme on veut sur cette build, donc la vitre en dessous a quand même pas grand intérêt. Et la carte Wi-Fi et Bluetooth, c'est une Fenvi FV HB 1200. Petite info pour vous, si vous voulez faire des recherches pour avoir le prix exact, cette carte Wi-Fi et Bluetooth, je l'ai fait importer depuis Amazon.com. Et pour l'instant, je ne vous parle pas des périphériques pour ne pas vous influencer, parce que peut-être sont-ils RGB, peut-être sont-ils Linux, peut-être sont-ils simplement Windows et Amazon Basics, bref, vous le verrez plus tard dans la seconde partie. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que le projet en tant que tel vous plaît. Honnêtement, je ne le fais pas pourtant pour les vues, mais ça peut inspirer certains après à construire leur PC. Je pense vraiment maintenant, depuis que j'ai ma tour depuis maintenant 2 ans, qui avait été construit par l'un de mes amis, que le fait de construire son PC c'est quelque chose qui est totalement à la portée de tout le monde, même moi qui suis doté de deux mains gauches, je vais sûrement réussir à le faire. J'espère que ce sera fun à faire, j'espère que je vais m'amuser, j'espère que ça va être, on va dire aussi instructif sur des erreurs à ne pas reproduire. J'espère que j'arriverai avec un dispositif tout de même limité, hein, je reste un youtubeur modeste. J'espère que j'arriverai à vous montrer un peu, on va dire, une sorte de guide d'installation qui soit tout à fait convenable. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus et que vous avez hâte que la seconde partie arrive très bientôt, mettez votre plus beau pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, si chaque fois vous voulez que les gens puissent voir cette partie 1 et puis notamment après la partie 2. N'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous ai dit, à m'indiquer le prix estimé de la build, l'usage qu'elle va avoir et le système d'exploitation qui sera installé sur le SSD NVMe. Petite chose à rajouter que je ne compte pas dans le prix, j'ai aussi commandé deux câbles SATA parce que je n'en avais plus et ils ne sont pas encore arrivés. Bref, ça c'est pas dans le prix. Si vous voulez le prix que j'ai payé, les câbles SATA coûtent 7,40 €. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, très bientôt, pour une future vidéo. Allez, salut. D'habitude je le fais pas face caméra, donc c'est moins ridicule.